Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le cybersexe. C'est quoi le cybersexe? On a entendu le sexe dans tous ses états, 400 000 définitions. C'est quoi le cybersexe? Le sexe sur Internet. Ce virus qui tue l'enfance. Un livre qui vient de paraître aux éditions Artege par Stéphane Bloco et Renaud Etier. Un livre vraiment passionnant parce que vous donnez énormément d'informations. Et puis c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On en discute depuis déjà des décennies, allez, au moins 20 ans. Et puis en même temps, on dit voilà, comment empêcher, parce que le problème n'est pas un problème de liberté, parce qu'on dit oui, vous voulez censurer, pas du tout. Simplement, il y a un problème de génération, un problème d'âge. Est-ce que l'enfance doit être protégée et comment? Et on a, vous savez, beaucoup parlé de l'éducation sexuelle à l'école avec les nouveaux projets aujourd'hui pour 2025 de la ministre de l'Éducation et même avant, Pape Ndiaye et les prédécesseurs. Et là, c'est quand même un phénomène beaucoup plus massif, Renaud Etier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'éducation comprend l'éducation sexuelle et l'éducation sexuelle est comprise dans l'éducation et suppose un accompagnement durable et approfondi des enfants. Oui. Alors justement, vous êtes professeur en sciences de l'éducation. Et au fond, c'est intéressant parce que ce problème a été posé. Et alors on dit, parce qu'on a vu en tout cas à l'école, même presque à partir des maternelles, on commence à parler d'un certain nombre de postures que je ne décrirai pas ici, mais parce que on se dit, mais il y a quelque chose d'autre qui est partout, qui est notre ordinateur, qui est Internet, etc., pour le meilleur et peut-être quelquefois pour le moins bon. Comment ça a été vécu? Il faudrait peut-être faire un tout petit peu d'histoire, l'apparition de cela et l'apparition effectivement des dérives en même temps. Oui, alors peut-être Stéphane sera plus à même de répondre à cette question. Oui, ça fait des années que le problème persiste et c'est pas un nouveau phénomène qu'on est venu étudier dans ce livre. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont on l'a traité. C'est-à-dire qu'on a à la fois conjugué les compétences et les connaissances des sciences de la communication et en même temps essayer de les analyser avec le recul philosophique de l'éducation. Le phénomène, moi je l'ai traité depuis des années. J'ai commencé avec des commissions qui ont démarré avec François Hollande, vous imaginez. C'était Laurence Rossignol à l'époque qui était... à l'époque où Hollande était président. Oui, c'était Laurence Rossignol qui avait fait une commission passionnante et qui déjà s'inquiétait du sujet. C'était une des premières à vraiment prendre à bras le corps le sujet en disant voilà, là, il y a un problème. C'est pas possible que les mineurs se gavent de pornographie, que ça démarre à l'école primaire, que ça dérape complètement au collège et que ça soit l'explosion au lycée. Le phénomène était déjà posé. Alors après, il y a eu d'autres commissions, beaucoup, et il aura fallu 3 présidents pour que les uns après les autres, ils tapent sur la table en disant moi président, ça vous rappelle rien, c'est fini. Il y aura plus de porno à la fin de mon mandat. C'est ce qu'a déclaré encore Emmanuel Macron en 2022. Et c'est pas fini du tout. Et c'est pas fini du tout. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, parlons de la science de l'éducation. Qu'est-ce qui fait que, si vous voulez, le problème est posé depuis des décennies, enfin quelques décennies, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette espèce de... C'est sur le fond, sur la pédagogie, sur l'éducation nationale, parce que, je vous posais une question très précise par rapport à la science d'éducation. Là, c'est pas une question de communication. Quand un Pape Ndiaye dit oui, il faut absolument que, et pourquoi pas, je ne sais pas, l'éducation sexuelle se fasse à l'école, quand on voit que effectivement, vous avez dit, plusieurs personnes essayent de dire on va arrêter tout cela, mais que rien n'est arrêté. Ça signifie quoi? Ça signifie on ne veut pas franchir le cap, on a peur ou quoi? Alors, il y a un enjeu de santé, on peut dire aujourd'hui, puisque en fait, l'exposition souvent prématurée aux images de l'industrie pornographique est susceptible de choquer et aussi, surtout, d'influencer en fait les enfants et les adolescents dans une direction qui n'est pour le moins pas la plus recommandable. Ouais. Donc, il y a un enjeu éducatif majeur, mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que c'est un enjeu d'éducation générale. Il ne s'agit pas de répondre à ce problème uniquement par ce qu'il serait une éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond aussi à une éducation affective, ça correspond à une qualité de relation dans laquelle l'enfant puisse éprouver sa liberté d'expression, puisse faire reconnaître ses propres émotions, son propre désir, de manière à ne pas être manipulé. Oui, mais alors, est-ce que ça passe? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on entend, c'est la censure.
Et on dit, voilà, il faut empêcher, effectivement, d'ailleurs, à juste titre, probablement, pour un certain nombre d'adolescents ou d'enfants. Mais comment, si vous voulez, comment fait-on? Parce que les vœux pieux, on les entend, les souhaits, on les entend, mais dans la pratique, on ne voit pas un peu qui contourne et comment. Alors je pense que les enfants sont pris un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il y a une préoccupation éducative qui va faire qu'on va peut-être parfois éviter d'en parler parce qu'on a peur de devancer la maturation de l'enfant. Et puis de l'autre côté, Stéphane insiste volontiers sur cette dimension, les enfants sont surexposés à des choses qui peuvent être très crues, voire barbares. On nous en parle souvent. Bon, donc on ne peut pas laisser les choses dans cet état-là et il y a besoin d'anticiper un minimum pour que les enfants soient préparés à ce qu'ils risquent de voir. Parce que dans l'état actuel des choses, ils risquent de voir. C'est comme ça. Donc la question est peut-être moins comment on fait pour complètement arrêter l'accessibilité de ces productions que comment on prépare les enfants à y faire face le jour où ça va arriver. Parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que parce qu'un enfant va voir un jour une image pornographique, il va tout à coup basculer dans l'addiction. Et c'est le problème, parce que beaucoup de gens qui font qui sonnent le tocsin, si vous voulez, peut-être exagèrent d'un autre côté. C'est-à-dire que le balancier va trop de l'autre côté. Mais non, justement, Stéphane Bloco, concrètement, un enfant est soumis à quoi aujourd'hui? Un enfant qui a, 3, 4 ans, 5 ans, enfant français, moyen, enfin, dans une famille française moyenne ou autre, il est exposé à quoi? C'est-à-dire, quotidiennement, dans le quotidien, ça se passe comment, concrètement? Alors, à la maternelle, les risques sont faibles. C'est-à-dire qu'évidemment... heureusement. Évidemment. En fait, le véritable ennemi, et c'est pour ça qu'il ne vous aura pas échappé que le livre commence par un slogan, « Nous sommes en guerre ». Voilà. C'était un petit clin d'œil pour dire... C'est mon slogan, c'est le slogan de l'émission. Oui, je me doutais que ça allait vous plaire. mais nous sommes en guerre avec quoi? En fait, avec le nomadisme numérique juvénile. L'ennemi, en fait, c'est d'une part, c'est vrai, la cyberpornographie, mais surtout le vecteur. C'est-à-dire par où ça arrive chez ces collégiens. On voit que c'est pas à la maison quand on est confortablement installé derrière sa tablette ou avec l'ordinateur familial. C'est ce fameux téléphone portable, ce smartphone qu'on met dans les mains des très jeunes collégiens, voire aujourd'hui des CE2, CM1, les fins d'école primaire, qui sont déjà suréquipés pour beaucoup, et qui va donner cet accès quasi incontrôlable. Quand je dis quasi incontrôlable, c'est qu'on a tout essayé pour verrouiller, bloquer, et que pendant des années, moi j'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de parents en conférence qui à chaque fois me posent la même question. Voilà, j'ai acheté un iPhone 14 à mon enfant, je fais comment maintenant pour qu'il fasse quasiment plus rien avec d'autre que quoi, madame? Que me téléphoner quand il a raté le bus. Elle est là l'équation en fait. Donc il pense que le smartphone c'est pour téléphoner. Alors que aujourd'hui c'est pour beaucoup d'autres choses. C'est le besoin des parents en tout cas. Je comprends. C'est ce que les parents demandent. À partir de quand, je parle aux communicants, aux sociologues, mais à partir de quand les parents en moyenne, il n'y a pas de généralisation, mais achètent des smartphones, comme vous dites, 14 autres qui ne savent pas rien à leurs enfants. Milieu de primaire, ça commence déjà à s'équiper. Le CM1, CM2 est déjà lui bien impacté. Et puis c'est la 6e parce que il y a les transports en commun, on a peur de c'est la peur qui fait acheter ce téléphone. C'est-à-dire que ce smartphone, malheureusement. Ah oui, c'est le sentiment d'insécurité, comme dit l'autre. Bien sûr, c'est qu'on doit être joignable H24 aujourd'hui quand le lien parent-enfant, il est or c'était pas le cas. Je vais pas faire c'était mieux avant. Mais quand même, moi, quand mes parents me voyaient partir en mobilette, ils ne savaient pas si j'allais revenir. Voilà. Ils ne s'en inquiétaient pas plus que ça. Est-ce que c'était si grave que ça, en fait? Oui, vous voyez, ça. Et ça, c'est terminé. Il faut en permanence avoir un lien avec l'enfant. Mais il a un prix, ce lien. Il a le prix de l'accessibilité à des choses qui sont quasi... on ne peut pas verrouiller complètement. Il faudrait supprimer, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, la pornographie pour les majeurs, en fait, pour éliminer le problème. Vous voyez, et là, on n'aurait plus de problème. Si les adultes ne pouvaient plus en voir, les mineurs ne pouvaient plus en voir. Mais vous dites bien que ce n'est pas la solution. Ça pourrait un problème de liberté d'expression, là, quand même. Exactement. C'est ce qu'on renvoie souvent, en disant, mais alors, il suffirait de le supprimer pour les adultes aussi. Vous voyez le nombre de messages ou de questions qu'on a dans le public, parfois, en disant, mais quel est le problème? Il suffit de supprimer la pornographie
aux adultes. Et il suffit de supprimer beaucoup de choses à ce moment-là. Vous savez, ça ouvre la porte, la boîte de Pandore. Pour revenir justement à la philosophie de l'éducation, est-ce que ça pose pas, je reviens à Racine Renaud-Etier, ça pose pas le problème de qu'est-ce que ça veut dire l'éducation aujourd'hui? À un moment donné, on parlait d'instruction. Hein. Je veux dire, qui éduque? Qui instruit et qui éduque? Parce que, est-ce que dans ce livre, et c'est posé, c'est-à-dire que dans cet univers, le cybersexe dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas ce problème de l'éducation en tant que telle qui est posé? Oui, alors il y a une controverse, c'est-à-dire que pour certaines personnes, l'éducation, c'est l'affaire des familles et pas celle de l'école. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, justement, ces mêmes personnes peuvent se plaindre que l'école s'immisce dans l'éducation sexuelle qui concerne davantage la sphère de l'intimité, des dimensions personnelles, des valeurs culturelles qui peuvent être celles de la famille et pas forcément celles de l'école. Alors, l'éducation telle qu'il faudrait plutôt l'appréhender, j'y reviens toujours, hein, c'est quelque chose de plus global. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est à peine une éducation, c'est une qualité relationnelle. L'idée que je défends, c'est que quand les enfants peuvent être entourés d'adultes qui se positionnent à la fois avec un cadre qui donne des limites et en même temps avec un bon investissement relationnel où on peut se parler, où on peut jouer ensemble, où on peut travailler ensemble, ça va permettre à l'enfant de se construire de façon solide. Et c'est cette solidité-là qui va permettre ensuite de résister à des dégradations, à des dérives, à des influences diverses. Ce qu'on sait par la négative, et le procès de Marzan l'a encore démontré, c'est que beaucoup de personnes qui sont violentes ou abusives ont été elles-mêmes violentées ou abusées. Donc, ça démontre par la négative l'importance des premières expériences. D'où protéger les enfants de la pornographie ne peut se faire autrement que en les protégeant d'une manière générale dès la petite enfance de certains adultes, de la prédation de certains adultes, de manière à ce que les enfants soient effectivement dans la possibilité de mûrir à leur rythme. Vaste programme, on va en parler après cette petite pause. Je vous rappelle, le 0826 300 300 pour effectivement appeler le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance. Vous voyez, c'est pas Covid-19 là pour qui tue l'enfance. C'est pas vraiment ça, même si c'est encore controversé. Mais le cybersexe, ça pose d'autres problèmes. On en parle tout de suite après cette pause. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Stéphane Bloco, Renaud Etier, le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance. Un livre qui fait polémique, effectivement, le cybersexe. Comment faire pour le combattre, surtout à l'intention des enfants, sans tomber dans le côté liberticide. Alors, vous deux, donc un éducateur, professeur d'éducation, un communicant, vous faites beaucoup de conférences, effectivement, à travers la France. Et je voudrais savoir, ça fait quelques années, je crois, que vous faites ça. Tout à fait. Comment vous sentez cette France que vous côtoyez, d'ailleurs, qui vous a valu de faire ce livre, qu'encore une fois je recommande. Qu'est-ce qui fait que comment les gens réagissent? À quel miroir de la France vous avez quand vous faites vos conférences et avec les questions qu'on vous pose? Alors d'abord, indubitablement, il y a un biais, c'est-à-dire que les gens qui viennent à la conférence sont des gens qui accordent suffisamment d'importance à l'éducation de leur enfant pour y consacrer une soirée. Bien sûr, donc, bien sûr. Ils sont intéressés, bien sûr. Le risque, c'est qu'on ne touche pas forcément les parents qui sont peut-être les plus exposés au problème. C'est vrai. Nonobstant ce que je viens de dire, dans les questions et parfois les témoignages, parce qu'il y a aussi des personnes qui prennent la parole pour témoigner, on voit se faire jour une certaine diversité. Alors, concrètement, oui, c'est quoi cette diversité? Oui. Alors d'abord, je commencerai par une petite remarque ironique, c'est que moi j'interviens sur l'éducation, j'ai déjà pu en parler un petit peu ici, et donc sur l'importance de s'impliquer relationnellement, de créer un espace de vie commune, etc. Et invariablement, la première question c'est tourner vers Monsieur Bloco notamment, est-ce qu'il n'y aurait pas un dispositif pour couper l'accès? Donc, c'est-à-dire oui, bien sûr. Une solution. Ils veulent ça pour l'ordinateur, ils veulent ça pour le téléphone. Oui, une solution technique qui permettrait d'éviter d'avoir à éduquer, en quelque sorte, d'avoir à être présent. Donc, c'est plus facile, ça, c'est plus simple. Ce serait plus simple. C'est plus simple. Alors,
Dans les témoignages que nous avons lors de nos conférences, nous avons des parents qui disent qu'ils n'ont pas équipé leur enfant avant un certain âge. Alors ça, c'est une chose importante parce que c'est le principal argument des adolescents que de dire je suis le seul de ma classe, je suis la seule de ma classe à ne pas avoir de smartphone. Et du coup, à ne pas pouvoir communiquer avec les autres et puis du coup, se retrouver exclu. Et c'est un argument qui touche forcément les parents, sachant qu'une grande partie de la socialisation se fait aujourd'hui par les réseaux sociaux. Bien sûr. J'ai fait une enquête dans des maisons de quartier il y a deux ans de cela, et la plupart des adolescents disaient bien que quand ils sortaient du collège ou du lycée, ils prenaient le bus pour rentrer chez eux et ils entraient en relation avec leurs amis, c'est-à-dire en allant sur les réseaux. Et en fait, très peu rencontraient physiquement leurs camarades. Donc, c'est là où c'est difficile de les en priver. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, juste un mot pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas aussi que, vous savez, l'enfer c'est les autres, surtout dans les classes, dans les premières classes. Est-ce qu'ils passent pas pour un ringard, on dit t'as pas de téléphone, t'es un pauvre type, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi, ils disent regarde, oui mais on me traite très mal parce qu'ils ont tous leur portable et moi je l'ai pas. C'est ça, c'est la question du mimétisme en fait, qui peut se jouer sur les vêtements, sur la coupe de cheveux et puis maintenant ça se joue avec le smartphone. Le suivisme, le conformisme, normal. C'est ça, mais ça n'a rien de nouveau de ce point de vue-là. Simplement c'est plus cher et c'est plus grave. Alors, et vous alors, par rapport à justement Stéphane Blocquault, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, effectivement, on a parlé du blocage, on a parlé effectivement de quelques enfants qui disent moi j'ai pas de smartphone, mais effectivement, je vous repose peut-être la même question. Et aussi d'autres, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce miroir promené le long d'une route, comme disait Stendhal? Des parents en souffrance, des parents pour qui le premier sujet de discorde c'est devenu cette négociation avec le temps connecté en fait. On voit bien que c'est la guérilla en fait, guerre de tranchées, guérilla. Enfin voilà, c'est les petits pièges, les petits coups en douce, on essaie de gratter. Voilà. Alors j'ai une expression, moi je dis que les enfants sont devenus des mendiants du numérique. C'est-à-dire que dans mon premier ouvrage, ce terme-là, il apparaît beaucoup, les mendiants du numérique, cette idée qu'ils sont en permanence en train de quémander des petites minutes supplémentaires de numérique, d'aller chialer, négocier. C'est effrayant, en fait. Et négocier avec qui? Négocier avec les parents. C'est-à-dire que le soir, il faut avoir son petit temps connecté, et de plus en plus, et puis la minute... Il y a presque une souffrance. Ça relève de la dépendance. Vous voulez dire encore une minute, donnez-moi encore une minute, c'est ça? Une minute, coupe pas, stop pas, arrête, je suis avec mon jeu, je peux pas arrêter, c'est impossible, tu te rends pas compte, je vais être banni, on sent que ça, c'est une véritable souffrance pour l'enfant, et les parents voient leurs enfants en souffrance. Et le temps, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des chiffres délirants, puisqu'on parle pour les 13-17 ans, on est de l'ordre de 7 heures, vous imaginez, 7 heures par jour. 7 heures par jour. Pour les 13-17 ans. 13-17 ans, on est rendu à 7 heures par jour, tout écran confondu. Voilà, c'est des chiffres qui sont revisités. Aussi bien télé qu'ordinateur que téléphone. Tout écran confondu. Donc, et on est autour de 5 heures par jour sur les 8-12 ans, vous imaginez. Et on a parfois des enfants de 2 ans qui sont à 3 heures d'écran. Vous voyez, donc 2 ans. 2 ans, tout à fait. Donc on est sur voilà, donc on est sur des chiffres. Ça m'a semblé énorme. Ah non, mais c'est aberrant, c'est stratosphérique. On n'est pas sur un petit phénomène comme ça. Et à chaque fois, on nous dit, oui, la télé, c'était pareil. Mais non, allez revisiter les chiffres des temps de télé. Même nous, les enfants de la télé, on n'a pas eu cette consommation. Pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas dans le bus, on ne l'avait pas à la sortie de l'école, on ne l'avait pas à la pause du midi, on ne l'avait pas... Il est partout, ce téléphone. C'est pourquoi il va falloir agir et proposer des solutions. C'est vraiment, oui, mais pour vous concentrer, c'est le téléphone vraiment l'instrument majeur. Et c'est ce qui permet d'avoir en permanence un écran sous les yeux. En permanence. C'est... Oui, c'est-à-dire que ce smartphone, il est à la fois une prouesse technologique et en même temps que c'est un petit peu le cheval de Troie. Parce que c'est ce qui permet d'entrer dans la sphère d'intimité de l'individu. Et est-ce qu'il est raisonnable qu'un enfant
puisse s'isoler dans sa chambre avec un smartphone, sachant toutes les dérives qui sont permises. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, nous, on se concentre sur le problème de la pornographie qui pose un problème par rapport à la protection de l'enfance, mais on a des témoignages, alors ça fait partie des témoignages qu'on a à la fin des conférences, où des enfants accèdent aussi à des vidéos de barbarie. Voire de barbarie sexuelle d'ailleurs. Donc c'est vraiment très grave. Et puis l'histoire avec les terroristes, etc. C'est ça, les décapitations. Oui, ils y accèdent. Enfin, ils peuvent y accéder. Oui, oui, allez-y, j'en prie. Oui, et donc en fait, c'est pour ça qu'on dénonce ceci comme un enjeu de santé publique. En fait, hein. C'est pas juste un choix éducatif, c'est plus profond que ça. Et effectivement, les parents que nous rencontrons doivent se battre. Alors là, je suis dans une nouvelle enquête avec une professeure de lycée sur cette question de la liberté des adolescents. Et il y a tout récemment là une jeune étudiante en classe prépa qui témoignait du fait que ses parents lui avaient donné des limites très fermes. C'est-à-dire qu'elle avait un smartphone, mais elle n'avait pas le droit de l'emmener dans sa chambre. Et visiblement, ça a joué un rôle très positif pour elle, parce que maintenant qu'elle est indépendante, eh bien, en fait, elle reste assez libre par rapport à son smartphone. C'est ça. Ouais. Donc, quand on pose des limites, ça permet de construire autre chose, et notamment de s'investir dans ses études et dans la lecture. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. Le smartphone considéré comme une drogue dure, addiction. Je crois que nous avons un auditeur, Marie. en effet, qui nous appelle d'Antibes, et c'est Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Bonjour, Luc, on vous écoute. Alors, moi, je voulais faire justement, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure de smartphone, je me posais simplement la question de dire que pourquoi, alors que nous, moi j'ai 60 ans, quand j'étais petit, je n'avais pas besoin de tout ça parce que, en fin de compte, je ne l'avais pas devant les yeux. Donc pourquoi aujourd'hui l'État, les parents, la téléphonie ne se mettent pas ensemble pour justement trouver une solution pour que les enfants aient un téléphone, un moyen de communication standard de base qui leur permette justement de ne faire que à quoi sert un téléphone jusqu'à un certain âge. Et de pouvoir justement les protéger, parce que effectivement, comme le disait l'interlocuteur juste il y a quelques instants, c'est que moi j'ai vu la différence avec mon petit-fils qui a 2 ans, qui ne sait pas ce que c'est qu'un appareil électronique. Et effectivement, je vois par rapport à d'autres enfants du même âge qu'il n'a pas du tout le même comportement. Il est plus éveillé, il regarde autour de lui, alors que quelqu'un qui est des enfants qui sont avec un smartphone, ils ne font que regarder un écran. Et ils ne voient plus ce qu'il y a autour d'eux. On apporte de l'eau à votre moulin, là, Stéphane Bloco. Dans le livre, on a fait un carrousel. Voilà, et dans ce petit carrousel, on montre dans les années 90 avec quoi en fait on partait à l'école. Imaginez une minute la scène. Vous imaginez l'enfant qui part à l'école et puis qui tout d'un coup dit maman, je vais prendre le téléphone. Le téléphone, mais ça aurait été tellement surprenant, c'était pas possible puisque déjà ça existait il avait un fil. Admettons, les premiers modulaires, on met le téléphone. Maman, je vais prendre le caméscope de papa. Vous imaginez un enfant qui serait parti avec un caméscope à l'école? C'était impensable en 90. Allez, on continue. L'appareil photo réflexe, c'est parti. On met tout ça dans le cartable. La Game Boy, allez, c'est parti. Qui aurait pensé donner une Game Boy? Mais voilà. Et puis tiens, la télévision. Allez hop, la télévision, puisque un abonnement Netflix, n'importe quel podcast, streaming, c'est parti. Un studio complet de télévision, c'est ce que voilà. Qu'on peut avoir sur son portable. Bien sûr, voilà. Et l'enfant, il est en 6e, 5e, et il a l'ensemble de cette puissance de feu d'adulte concentrée dans un petit écran comme ça dans les mains. On a mis dans les mains d'enfants des outils d'adultes et du contenu d'adultes pour revenir à la cybersexualité. C'est tout le problème du rapport à la technique. Et le contenu d'adulte. On aurait eu la même chose à notre âge, mais c'est tellement tentant. C'est quelques lettres, vous appuyez sur Entrée et vous êtes devant de la pornographie. C'est tellement tentant. Ah, bien sûr que c'est tentant. Je crois que nous avons, nous allons avoir Michael, je pense, mais... Oui, pour compléter sans doute par rapport à cette question de l'auditeur, il faut sans doute considérer que c'est un vrai problème politique, c'est-à-dire où il s'agit qu'une autorité prenne une décision pour l'usage du public et dans une démocratie.
Or, malheureusement, le politique est bien à la remorque aujourd'hui de l'économie. C'est un marché considérable. Si on vend des smartphones aux enfants, on vend du coup beaucoup plus de smartphones déjà. S'il y a un smartphone par membre de la famille... Il faut étendre le marché, quoi. Et ensuite, on forme des sensibilités. C'est comme pour la malbouffe, on forme des sensibilités, c'est-à-dire que les enfants sont habitués à ceci et ça devient les consommateurs de demain. Donc c'est coup double pour le marché. C'est clair, il ne faut pas oublier l'économie. Je crois que nous avons un auditeur. Oui, nous avons Michael, en effet. Bonjour Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Oui, on vous écoute Michael, on vous écoute. Oui, je me permets de vous appeler. J'étais en train d'écouter attentivement votre sujet en fait sur le numérique et en particulier les smartphones en fait auprès des enfants. Ouais. Et c'est vrai que alors j'entendais encore il y a encore quelques secondes la personne qui disait que c'est au rôle des politiques en fait de s'occuper de ça. Mais en fait c'est surtout les parents en fait qu'il faut rééduquer, non pas les enfants, mais c'est le principal, c'est les parents effectivement. Nous, en tant que parents, en fait, on a toujours été contre les smartphones. J'ai bien dit les smartphones, jusqu'à l'entrée au lycée pour nos enfants. Ouais. Mais pas contre le téléphone. C'est-à-dire qu'on leur proposait à chaque fois un téléphone à clapper, à touche, ce genre de choses, si vous voulez être joignable ou si vous voulez téléphoner, parce que c'est ça l'idée au départ du parent, c'est de pouvoir téléphoner. Bon, ils refusaient tous à chaque fois, à part un, mais sinon ils ont refusé. Mais sinon, en fait, il n'y avait pas quand j'entendais la frustration des enfants, en fait, les parents, en fait, sont tellement, en fait, dans la protection et l'ultra-protection des enfants, qu'en fait, on est prêt, en fait, les parents sont prêts à faire, à sacrifier, en fait, des choses, à mettre leurs idées, en fait, de côté en disant, c'est pas grave, au moins, je peux l'appeler ou je peux le contacter. Et oui, c'est ça, bien sûr. Et moi, je trouve ça terrible parce qu'effectivement, les dégâts de ce qu'on met sur Internet, et nous, beaucoup avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on leur explique clairement, dès petits, on parlait d'éducation sexuelle, on parle beaucoup en ce moment avec les débats sur l'éducation sexuelle à l'école, ce genre de choses. Nous, la parole, en fait, de la création, de la procréation, ce genre de choses, on en parle déjà très tôt, déjà dès la primaire, enfin, suivant comment les sujets arrivent avec les enfants et tout, mais la parole est très, très importante. Et le problème des outils informatiques, l'Internet, etc., coupe en fait dans la vie de famille. En fait, moi je vois autour de moi les familles qui sont coupées, chacun dans son coin, sur son fauteuil, dans sa chambre et tout, isolé, etc. Et il n'y a plus de liens familiaux. Et nous, ça a été avec ma femme en fait quelque chose de très important, de mettre la famille au cœur de notre vie. Oui, oui, mais ce que vous dites, Michael, en fait, c'est un problème général, mais je crois que le problème des parents, c'est fondamental, quoi. Encore plus que l'école. Je veux dire que c'est vraiment fondamental, parce que si vous voulez, en fait, là, et vous le savez très bien, on a tous, quand on va en un train, quand on va dans un restaurant, etc., la moitié des gens même en mangeant, sont en train de regarder leur iPhone, quoi. Je parle là, on va au-delà de la cybersexualité, etc., mais c'est hallucinant. Et dans le train, et dans le métro, et un peu partout. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème qui est, pour revenir au sujet de votre livre, qui est, au fond, comment faire, parce que on a parlé d'interdiction, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'éducation des parents, justement, et une question, on revient au sujet de l'éducation sexuelle à l'école ou ailleurs, c'est qu'au fond, vous posez le problème philosophique et autres de la permissivité. Jusqu'où on va, c'est-à-dire que on est en démocratie, on n'a pas envie d'être dans une dictature où c'est très bien, voilà, on vous dit ça, vous avez le droit d'écouter, ça, vous n'avez pas le droit de faire. Comment arriver à un équilibre dans cette balance très compliquée entre, justement, vous savez, on disait quelle est la différence en démocratie et dictature, c'est, voilà, l'un ferme ta gueule et l'autre, tu fais ce que tu veux, enfin bon. Voilà. Moi, je sens pas, pour prendre l'analogie des scooters, je sens pas les enfants de 13 ans en souffrance et sous dictature parce qu'on leur dit qu'ils n'auront pas un scooter avant 14 ans. Juste, on a établi que le risque physique de maturité pour conduire un scooter, c'était bien à 14 ans. D'ailleurs, on a changé les lois, puisque au départ, les trottinettes électriques, c'était 12 ans, et on a décidé de les passer à 14 ans. Donc, vous voyez, on peut réétudier, revenir sur un avantage acquis et dire à un moment, voilà. Maintenant, la vraie problématique, c'est est-ce que on est prêt à faire ça pour un risque psychique, c'est-à-dire que autant on protège nos enfants et Renaud pourra certainement en dire un mot sur les risques physiques, on les a mais autant on veut savoir où ils sont. Mais autant on veut savoir où ils sont. Mais après, par contre, on leur donne un engin qui permet en 2 clics d'atteindre de la barbarie sexuelle. Il faut prendre la mesure, et c'est ce que le livre fait, prendre la mesure de ce qu'ils voient. On n'est plus dans la pornographie des années 80.
où il y avait une sorte de nonchalance, de bonhomie, même si ça restait du porno. Non, mais c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Là, on est sur des scènes, c'est d'une brutalité rare, c'est de la d'une torture. mécanique totale, imbécile, c'est de la torture, et c'est du gros plan, du zoom. On a éradiqué toute forme de. Il n'y a même plus d'histoire, il n'y a rien, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus rien. C'est uniquement des scènes qui s'enchaînent les unes après les autres avec des gros plans. Et ça donne effectivement une image de la sexualité ou des relations qui est peut-être un peu sommaire, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Déshumanisé, désincarné, bestial, mais qui peut tout à fait convenir à des adultes qui ont envie de le regarder, qui assument ce qu'ils regardent. Là, on est en train de parler d'enfants. Ouais, et puis le problème, on voit ce qu'on appelle les tournantes dans un certain nombre de cités, etc. C'est des 12-13 ans qui sont là. Voilà, il y a des choses qui sont après, il y a des choses qui sont illégales et des choses qui sont tournées dans des conditions légales et d'autres qui sont tournées dans des conditions Sauf qu'elles se confondent sur l'écran. Et c'est bien le problème. C'est que malheureusement, on a deux types de pornographie. Celle qui est établie dans des endroits, dans la vallée de San Fernando, etc., aux États-Unis, tout ça avec des studios. Puis il y a de la pornographie qui relève qui relèverait en tout cas d'intervention. C'est clair, plus musclé que ça, c'est vrai. Tout à fait. Oui, Stéphane a introduit une distinction qui est particulièrement précieuse entre les enjeux physiques et les enjeux psychiques. Donc effectivement, on est dans une société très angoissée, sécuritaire, où on va veiller à la sécurité physique, mais où on laisse passer des risques psychiques importants. Et je voudrais dire un mot en particulier de ce risque psychique, c'est en fait que nous sommes dans l'évitement de la frustration. Et c'est ce qui conduit un certain nombre de parents, d'un certain point de vue, à se démettre de leurs responsabilités éducatives avec l'idée que l'enfant ne doit pas être frustré. Mais y a-t-il une éducation possible sans expérience de la frustration ? Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être sadique et de priver comme ça arbitrairement l'enfant de choses qui sont importantes pour lui, mais de marquer des limites à l'intérieur desquelles l'enfant va pouvoir se construire, s'ennuyer, être créatif. Et puis, cette histoire de la frustration, on la retrouve évidemment dans la sexualité. C'est-à-dire que la frustration, c'est aussi ce qui va permettre au désir de mûrir. Alors que dans la pornographie, il n'y a pas d'expérience de la frustration puisqu'on est immédiatement en relation avec l'objet. Dans le corps du sujet, si je peux me permettre, mais vous parlez c'est vraiment tout le problème, c'est qu'on a fait l'enfant roi et on a dit voilà, et toute la pédagogie éducationnelle, c'est l'enfant roi, donc il n'est pas question de te priver de quoi que ce soit. C'est ça. Et d'un autre côté, il y a le cycle de la violence, mais en fait, il faut le dire, le problème c'est combien de familles ne sont plus des familles. Après, on va peut-être pleurer ou chouiner là-dessus, mais c'est pas le problème. On va tout de suite prendre une petite pause et on se retrouve avec vous. Et pour ne pas que l'enfant soit dans tous ses états, lisez le livre de Stéphane Bloco et Renaud Etier, Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance, chez Artege, aux éditions Artege. Juste en une minute, alors vous seriez ministre de l'Éducation ou ministre, je ne sais pas, vous savez, il va y avoir probablement un remaniement, sinon un changement de gouvernement. Donc à mon avis, il faut y aller là. C'est votre rôle là maintenant. Stéphane Bloco, ministre de la Communication, va s'occuper de lui. Qu'est-ce que vous feriez en premier dans cette histoire pour protéger l'enfance? En une minute, légiférer, c'est-à-dire calquer ce qu'on a fait pour les risques de la route avec cette analogie que j'ai donnée avec le scooter. Simplement expliquer que quand un parent arrivera avec son enfant dans une boutique, quel que soit l'opérateur, on lui dit les smartphones pour cet enfant de 12 ans, c'est pas possible. Par contre, il y a toute une gamme de téléphones, les voici. C'est ce dont a témoigné. C'est la différence entre smartphone et téléphone. Bien sûr, le smartphone, il permet le monde entier, y compris la pornographie, avec des blocages qui sont d'une rare complexité à mettre en œuvre et qui sont contournables. Le téléphone classique, le dumbphone, le téléphone idiot, lui, c'est un outil de sécurité qui fait partie de notre vie contemporaine et qui ne nous pose pas de problème avec Renaud, en tout cas. Juste 3 mots. Je pense qu'on ne peut pas éduquer les parents à proprement parler parce que l'éducation suppose une prise en charge d'une personne qui n'est pas encore responsable, mais on peut informer et former davantage. Et de la même manière qu'on accompagne les gens quand ils vont avoir un enfant pour les questions de santé, avec un carnet, etc. Là, il faut vraiment les informer et les former des dangers du numérique, notamment en matière d'accès à la pornographie. Voilà, et bien c'est aussi notre métier face à ceux qui déforment. Informons.